Conakry, 11 novembre, au sommaire de cette édition, les habitants de Bokeh saluent l'effort du chef de l'État. Professeur Alpha Condé dans la construction de la Guinée, les infrastructures réalisées dans le Kakandé augurent de l'espoir. Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des soldats morts au combat. Le centenaire de la Première Guerre mondiale a été célébré au cimetière de Boulibine à Conakry. Plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry privés d'eau potable, la conduite d'eau de Kissoso a été endommagée. L'AC grand temps rétablir la desserte très rapidement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce message départ à son Excellence, M. José Eduardo Santos, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen mes très vives et chaleureuses félicitations. Le peuple frère angolais se souviendra une fois encore de ces braves fils et filles qui, au prix de leur sang, ont contribué de manière significative à la lutte pour l'indépendance totale de leur pays. C'est aussi le moment pour moi de vous rassurer de mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement des liens historiques d'amitié, de fraternité, de coopération existant si heureusement entre la République d'Angola et la République de Guinée. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'expression renouvelée de ma très haute considération, signée Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Assemblée nationale, le volet de budget de 2015 a été voté ce mardi à la majorité des députés présents. La journée a été marquée également par la prise de fonction du député du parti GPT. Le point avec François Lavant. Les recettes du budget 2015 examinées ce mardi sont évaluées à plus de 10 869 milliards de francs guinéens contre plus de 8 000 milliards en 2014. Le rapport sur ces volets recettes font ressortir des aspects réalistes du budget 2015. Nous pouvons dire que le budget est un bon budget car il est réaliste et il est anticyclique. Il combat la récession puisque le niveau des prélèvements obligatoires est modéré, avec des recettes intérieures de 9 706 milliards contre 8 900 milliards en 2014, soit une hausse de moins de 1 milliard, en fait de 800 millions seulement. Ce qui fait baisser la pression fiscale de 18,79% l'année dernière à 18,48% en 2015. Ce qui est surtout encourageant, c'est que le déficit des engagements hors dons s'est amélioré puisqu'il passe de moins 11% à moins 7% du PIB et donc cohérent avec la préservation du pouvoir d'achat de la population guinéenne. Avant l'adoption du volet recettes, certaines recommandations ont été faites à l'attention du gouvernement guinéen. La Commission invite les ministres en charge des Finances de procéder au relèvement de la taxe sur les produits toxiques, la taxe à la pollution et dégradation et autres amendes et pénalités ces produits dangereux et polluants de l'atmosphère. Encourage le gouvernement à rattacher la LONAGI, Loterie nationale de Guinée, et la Direction nationale du patrimoine bâti public au ministère de l'économie et des finances. Ce sont plusieurs questions qui ont suivi la présentation du rapport de la commission de fond, des questions auxquelles a répondu le ministre délégué au budget. Après l'explication de vote par les trois groupes parlementaires, le volet recettes du budget 2015 a été voté à la majorité des députés présents. Aujourd'hui, le pays traverse un moment extrêmement difficile. Pour le bien du pays, nous devons mettre de côté nos vocations partisanes et voir l'intérêt supérieur du pays, se donner la main. Si on n'a pas de budget, comment on va payer les fonctionnaires? Si on n'a pas de budget, comment est-ce qu'on va continuer les investissements? On se plaint qu'il n'y a pas d'eau, on se plaint qu'il n'y a pas de courant, alors que c'est le budget qui prévoit la solution. Il faut un budget pour notre pays et que ce budget ne devienne budget que lorsque c'est voté par l'Assemblée. Donc c'est un passage obligé. Cela ne veut pas dire que c'est une fin. Nous allons continuer à travailler là-dessus. Nous sommes qu'en termes de prévision, en tenant compte de l'évolution de l'environnement intérieur et extérieur de notre pays,
nous saurons nous ajuster au bon moment. La plénière a été marquée par la prise de fonction du jeune député, l'honorable Mamadou Habib Bardé, du parti GPT Guinée pour tous, de l'honorable Ibrahima Kassouri Fofana, appelé à d'autres fonctions. Comment évoluent les chantiers du 2 octobre 2012 à Bokeh? S'interroge notre reporter. Beaucoup de marchés, vous le savez, ont été attribués à des fils de terroir. Ce soir, nous allons nous intéresser aux travaux déjà réalisés, notamment le palais de justice et les cases présidentielles. Suivez ce grand format signé de Alia Kamara. Bokeh a bénéficié de beaucoup de projets de développement à l'occasion de la célébration de l'an 54 de l'indépendance nationale. Certains ont besoin d'une implication de la population pour leur entretien. Beaucoup d'autres sont encore à la traîne. Nous venons de quitter des ouvrages qui sont complètement terminés. Ceux du groupe Guico Presse. Ce n'est pas une publicité que de faire pour ce groupe-là. Même eux sont en retard. Mais au moins, on se félicite que les travaux sont bien faits. Pour le dire. Dans la distribution des marchés, la réalisation de 3 infrastructures avait été confiée au groupe Guico Presse, le palais de justice, les cases présidentielles et le bloc administratif du gouvernorat. À ce jour, les travaux de génie civil sont achevés, mais il reste des détails, notamment l'adduction de l'ensemble des infrastructures en eau potable. Le cahier de charge prévoyait les travaux que vous venez de visiter, les travaux ainsi achevés, à savoir tous les travaux de génie civil. L'ensemble de bâtiments. Mais à savoir la clôture, l'aménagement extérieur, l'ameublement des bureaux, le château d'eau et les forages, ce n'était pas contractuel. En visite dans la région, des députés guinéens ont salué les ouvrages déjà achevés et suggèrent leur inauguration rapide. Un plaidoyer est adressé à l'État pour la prise en charge de l'aménagement des chantiers. Nous faisons un plaidoyer au niveau du gouvernement pour pouvoir faire des efforts, des moyens pour finaliser ces travaux. Aujourd'hui, ils ne sont pas clôturés, les cours ne sont pas aménagés, il y a aussi les équipements. Le chantier de la tribune officielle, face place des Martyrs, devait être réalisé en 4 mois. Il a duré 2 ans et n'est toujours pas achevé. À Conakry, lancement d'un projet de formation au centre Blue Zone de Kaloum. Plus d'une vingtaine d'ouvriers suivent des cours de français. La formation durera 3 mois. Ce programme est initié par la Blue Zone de Kaloum en partenariat avec l'ambassade de France en Guinée. Marie-Angélique Bangora, reportage. Il ne sera plus seulement question pour ces jeunes ouvriers de chatter avec des amis ou de consulter leurs mails ici au complexe de la Blue Zone de Kaloum. Mais en plus, ils vont se familiariser désormais avec l'outil informatique et approfondir leurs connaissances en langue française. Pour cette première expérience, l'objectif est d'amener ces jeunes à effectuer des recherches approfondies dans leurs différents corps de métier, tels que la menuiserie, la soudure, la couture, l'architecture et autres. On a vu il y a 2 modules, un module d'1 mois ou de 2 mois et ça coûte 300 000. Par contre, la Blue Zone avec ses partenaires paye 150 000 pour chaque apprenant et donc la personne ne doit débourser que 150 000 sur 2 mois ou 75 000 sur le mois. Donc c'est ouvert à tout le monde et il y a encore de la place. Notre souci, c'était de proposer quelque chose d'un peu différent. On est en situation d'être analphabète, on a besoin d'être réconcilié avec le système scolaire, avec d'autres techniques. Et peut-être que le numérique, ça peut être attractif. Peut-être que l'iPad, que les nouveaux objets technologiques peuvent intéresser un jeune d'aujourd'hui. Donc nous nous sommes dit, nous allons essayer de faire de l'alphabétisation, mais avec du numérique. Ce projet d'alphabétisation est un coup de pouce donné aux jeunes Guinéens pour combler le déficit d'alphabet. L'action aujourd'hui de Blue Zone qui consiste à faire en sorte que ces gens qui ne sont pas alphabétisés, ces jeunes qui sont, et même des adultes qui ne sont pas alphabétisés, puissent bénéficier de cette formation est extrêmement important. Donc au nom du gouvernement, je voudrais juste les remercier et les féliciter pour ça. Ce qu'ils font aujourd'hui est différent de ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire que l'alphabétisation purement mécanique. Plus qu'un lieu de loisirs, la Blue Zone de Kaloum compte s'investir dans l'alphabétisation. C'est pourquoi elle prévoit les cours d'Internet à distance dans son programme. Tout un paquet d'activités pour attirer plus de jeunes vers ce centre.
Je vous le disais en titre, de nombreux quartiers de la ville de Conakry sont privés d'eau potable. La conduite d'eau de Kisoso a été endommagée. Les responsables de la SEG sont à pied d'œuvre pour rétablir la desserte. Ils appellent les consommateurs au calme et à la sérénité. Notre reporter Rose Porcho s'est rendue sur place. Voici son reportage. Des matelas et dossiers imbibés, des vêtements mouillés, la chambre dans un état de désordre. Ce sont les conséquences de la casse d'une conduite qui a eu lieu à Kisoso Centre. Ce matin, c'était l'assainissement général. Je me suis réveillé sous les brouhahas de la population. Les gens du quartier qui ont accouru. Ils sont venus défoncer ma porte parce que je ne pouvais pas marcher. Bon, à mon réveil, j'ai vu l'eau qui était aux abords de mon lit. Je ne pouvais pas descendre du lit. Alors les gens sont venus dans l'eau me ramasser et venir me déposer ici. Le tuyau là, c'est pas une première fois, ni une deuxième fois que ça pète. Et à chaque fois, c'est une catastrophe. Cette conduite d'eau est un tuyau de 1100 mm de diamètre sur une distance de 3,5 km. Elle est endommagée pour la 5e fois dans ce quartier Kisoso coupé d'eau. Le tuyau qui se casse, c'est un tuyau qu'il faut obligatoirement et immédiatement remettre pour desservir la ville. Et il y a une limite réglementaire à respecter entre le tuyau et les habitations, chose qui n'existe pas. C'est ce qui fait aujourd'hui aussi le problème. Même si le domaine est illégalement occupé, les habitants du secteur, eux, appellent à une intervention pour éviter d'autres victimes. Nous tendons la main franche et fraternelle à tous ceux qui, de loin et de près, peuvent faire quelque chose. La SEG, quant à elle, pense à une solution immédiate. La meilleure solution, c'est de changer cette conduite qui est en PRV actuellement, qui ne supporte pas la pression de service et dont on a été obligé de réduire cette pression nominale pour être au moins à 6 bars. Installée en 2009, cette conduite d'eau est un don de la coopération japonaise. Elle dessert plusieurs quartiers de la ville de Conakry. Voilà, c'est une situation qui préoccupe la SEG. Je reçois en direct dans ce journal la directrice communication et marketing à la SEG, Aïja Fatoumata Keita. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Concrètement, quelles sont les dispositions prises pour établir la desserte dans ces quartiers? Oui, à moi de vous remercier de le fait de m'avoir reçu sur ce plateau ce soir-là. Comme vous l'avez si bien dit, il y a un problème de casse de conduite et de manque d'eau qui se trouve aujourd'hui dans la ville de Conakry. Il se trouve que la conduite PRV qui dessert les villes, les quartiers qui sont situés en hauteur et qui traversent la zone de Anta jusqu'à Sangoya, s'est cassé au niveau de la falaise ce matin. Il y a eu des dégâts considérables qu'on ne minimise pas. Et depuis 4 heures du matin, nos équipes sont sur pied. La direction communication est venue prêter main forte à la direction des travaux et de la maintenance. Donc nous avons parlé avec les riverains, mais sur le terrain, comme vous l'avez si bien vu tout de suite, il y a des problèmes sur le terrain. Les gens, ils sont sur les nerfs. Ils ont raison, parce que cette conduite, comme vous le savez... Ce n'est pas la première fois alors? Ce n'est pas la première fois, ça fait la 11e casse depuis que cette conduite a été posée en 2009. Je crois qu'il faut trouver une solution durable. Oui, il faut trouver une solution durable. Là, en changeant cette conduite qui est actuellement en fibre de verre, et en une conduite en fonte ductile, mais de même diamètre. Mais actuellement, il faut faciliter le rétablissement de la desserte en eau. Oui, parce que sur le terrain, on est resté là du matin jusqu'à 18h, on n'a pas pu se comprendre avec la population. Ils disent qu'ils ne veulent pas voir les gens de la SEC. Maintenant, le problème est posé. Il faudrait jouer 4 sur table. On ne peut pas leur mentir aujourd'hui pour leur dire que d'ici demain, on va changer la conduite. Ce n'est pas possible. Avez-vous, madame, un appel à lancer en direction de ces consommateurs? Oui, en direction de ces consommateurs, c'est qu'on leur demande vraiment de l'accalmie. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Le gouvernement de la République de Guinée, en rapport avec le département en charge de l'hydraulique et de l'énergie,
qui a d'ailleurs en tête M. Cheikh Talib Silla, qui est un du secteur de l'eau, oui, qui connaît bien le secteur de l'eau, comme vous le dites si bien. C'est un monsieur, peut-être, il connaît les problèmes, connaissant les problèmes de la SEG, il va pas, comment on appelle ça? Certainement, il va trouver des solutions. Certainement, il va nous aider à trouver des solutions, c'est-à-dire avec son expérience, son courage et sa détermination, il va nous aider avec la coordination de la SEG à trouver des solutions. Mais parallèlement, vous savez que cette conduite a été financée par la JIC, la coopération japonaise, qui a fait un don à la République de Guinée. Donc, depuis que les conduites de cette casse ont commencé, depuis 2012, c'est-à-dire qu'en rappel, il faut savoir que cette conduite a été posée depuis 2009. Mais compte tenu de la nature du tuyau, au cours de l'exploitation, on a compris que c'est un tuyau vraiment qu'on ne peut pas exploiter à sa pression qui est de 13 bars. Maintenant, on est obligé de faire de la faire fonctionner à 7 bars. Tout ça pour limiter les dégâts. D'accord, madame. Donc, comme je le disais, le ministère, la SEG, le gouvernement, ils sont à pied d'œuvre pour changer ce tuyau. Et parallèlement aussi, la JICA qui a financé cette conduite, vraiment est consciente de ce qui se passe sur le terrain. Et peut-être d'ici 2015, ils vont nous aider à rétablir la situation en changeant toute la longueur. On espère donc avoir de l'eau potable très rapidement. Aya Fatoumata Keita, directrice communication et marketing à la SEG, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi. Autre temps fort de cette édition, la France commémore le 11 novembre le centenaire de la Première Guerre mondiale. Plus de 600 000 soldats ont été tués lors des combats. À Conakry, l'événement est mis à profit par les ambassadeurs français et allemands pour déposer des gerbes de fleurs au cimetière de Boulubiné à la mémoire de tous ceux qui ont donc soutenu la France durant cette guerre. C'est un reportage signé de Moussa Komara. Le cimetière de Boulubiné à Kaloum. La Guinée et la France ont commémoré aujourd'hui le centenaire du premier conflit mondial 14-18. Ce dépôt des herbes de fleurs est lourd de sens. Il salue le courage et la détermination des anciens combattants africains et français tombés sur le front de la Grande Guerre mondiale. Un conflit qui a opposé les forces de l'entente autour de la France et la triple alliance formée par l'Allemagne. Dans cet esprit de commémoration la plus large possible, que nous nous retrouvons aujourd'hui ici rassemblés, comme chaque année, au cimetière de Boulubiné pour consacrer un hommage à tous ceux qui sont tombés et morts pour la France. Ils se sont passés maintenant 100 ans et depuis, je crois que l'Europe a tiré les leçons. L'Allemagne et la France étaient des ennemis des pouvoirs en Europe qui n'ont pas admis la paix, mais entre-temps, on a tiré des leçons. Et le couple franco-allemand, ce n'est pas seulement un couple qui fonctionne bien, mais qui marque l'amitié entre les deux peuples. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer s'il y a encore une fois une guerre au centre de l'Europe. Dans ce conflit mondial, plus de 5000 de nos compatriotes ont combattu pour la France pendant cette guerre. Les descendants d'anciens combattants réunis en association et d'autres vétérans de guerre célèbrent cette date. Ça nous ouvre. Ça nous traite. Ça veut dire qu'on se dit qu'on n'est pas encore arrivé à régler tous les problèmes des anciens combattants. Parce que cette date prouve que les Africains ont combattu pour la France. Et nous voulons que les Français reconnaissent ça. Nous voulons qu'ils mettent ça sur la table. C'est un droit. La guerre 14-18 a été l'une des plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Plus de 18 millions de personnes ont disparu. Mais pour le diplomate allemand, ce conflit a permis à l'Europe de construire la prospérité. Au centre culturel franco-guinéen, les photos des Africains sont exposées pour la nouvelle génération. La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a mobilisé du beau monde au cimetière de Boulubiné, anciens combattants, hommes de culture et autorités locales. Notre reporter a rencontré un ancien combattant, Elhaj Mamadou Ourialo, qui a lutté aux côtés des Français lors de la guerre d'Algérie et d'Indochine. Il nous raconte dans ce reportage de Abdul Karim Kamara les tristes souvenirs du passé. Écoutez-le.
Ces hommes du troisième âge sont la dernière génération des anciens combattants guinéens. Ils étaient plus de 75 000 à souffrir le martyre aux côtés des Français au cours de plusieurs campagnes, dont celle de 14-18. Mamadou Wuri Diallo, lui, fait partie des combattants qui ont aidé la France lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Né en 1930 à Dalaba, l'homme s'est fait enrôler volontairement en 1951 pour participer à ces deux fronts. J'étais toujours dans la caserne, j'étais radio. Je recevais seulement les courriers, les messages. J'étais toutes les deux guerres. Je n'étais que dans la caserne. Notre soldat, même n'étant pas poilu, garde de toutes ces guerres le même souvenir d'horreur, de combat dans les tranchées. On nous a répartis dans des compagnies, dans des bataillons. On a raconté les morts et tout le nombre de blessés. Je recevais en papier quelquefois. On me donnait des messages. Marié à une femme et père de 6 enfants. Après la guerre d'Algérie, l'homme rentre au Bercail. Il a longtemps servi commandant d'aéroport à Zérékoré, Boké et Siguiring, avant de faire valoir ses droits à la retraite en 1986. Dans l'actualité encore, le ministre des Transports s'est entretenu avec les travailleurs du train Conakry Express. Aliou Diallo a invité le personnel à redoubler d'efforts pour le bon fonctionnement de la locomotive. Il a aussi salué le travail des expatriés chinois qui, malgré l'épidémie d'Ebola, continuent à faire circuler normalement le train. Le compte-rendu de Marie-Angélique Bangoa. Par cette visite, le ministre des Transports vient prendre contact avec les responsables et travailleurs du train Conakry Express. Objectif, s'enquérir des réalités du fonctionnement de ce moyen de transport géré par l'entreprise chinoise Guinea Development Corporation. Nous avons tenu à venir les voir dans leur site, les remercier et leur exprimer toute notre satisfaction par rapport au fait qu'ils sont restés ici malgré cette crise Ebola. Et puis leur réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre la coopération et le partenariat avec eux dans le cadre du transport urbain. Avec une capacité de transport de plus de 3000 passagers par jour, le train Conakry Express reste le plus grand moyen de transport commun dans la capitale. C'est pourquoi le ministre des Transports appelle les travailleurs à préserver ce patrimoine au service des populations. Un appel qui semble tomber dans de bonnes oreilles. Nous souhaitons toujours que le train fonctionne dans des conditions sécurisées, et puisqu'il s'agit de transport, des moyens de transport, de commande et de sécurité pour la population. On est très content par rapport aux perspectives d'avenir qui se profilent à l'horizon. Si toutefois, nous les jeunes, par rapport au conseil qu'il a donné, que nous constituons une flamme de cette société, si Dieu nous donne une longue vie, on va vraiment apporter notre contribution pour le développement de ce pays. Au terme de la rencontre, travailleurs et responsables de Conakry Express se sont engagés à œuvrer pour maintenir ce moyen de transport en bon état et continuer à servir les populations. Autre chose au plan national, du matériel sanitaire et d'engins roulants pour la Croix-Rouge guinéenne. C'est un don de la société Vivo Énergie destiné à la lutte contre le virus Ebola. L'action vise à encourager la Croix-Rouge dans son combat contre Ebola. Younoussa Tawel. La société Vivo Énergie Guinée vole au secours de la Croix-Rouge guinéenne dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Elle lui offre un lot de matériel composé de motos, de cartons d'eau minérale, de lait et de kits de lavage des mains. Pour les donateurs, ce matériel vise à renforcer la capacité de la Croix-Rouge guinéenne dans sa lutte contre Ebola. La Croix-Rouge est même un devoir, pas uniquement un plaisir, c'est un devoir d'accompagner la Croix-Rouge dans le travail qu'elle fait sur le terrain. Nous savons qu'en fait la vraie bataille contre Ebola, elle se fait sur le terrain. C'est d'abord en fait l'entraînement des malades dans des conditions de sécurité et la prise en charge aussi des malades. Estimé à $20 000, ce lot de matériel reçu vient motiver les cadres et volontaires de la Croix-Rouge guinéenne qui expriment toute leur satisfaction. Depuis la déclaration de cette épidémie Ebola par le gouvernement guinéen, on a plus de 4 000 volontaires aujourd'hui déployés uniquement dans la gestion de cette épidémie Ebola. Soyez rassurés que ces donations, ces dons seront utilisés à bonne escient.
travers ce don, la société Vivo Énergie Guinée vient ainsi participer à l'effort de lutte contre l'épidémie Ebola qui sévit dans le pays. Dans le même registre, une mission du ministère de l'Industrie était dans les préfectures de Dalaba et Pita. Objectif, procéder à la remise d'un important lot de kits sanitaires destinés à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Falidou Diando a suivi la cérémonie. Marraine de Pita et Dalaba dans la croisade contre Ebola, la ministre de l'Industrie apporte des kits à ces préfectures. Une manière d'aider les populations à combattre l'épidémie. Depuis l'apparition de l'épidémie, 9 cas dont 5 décès ont été enregistrés à Dalaba et 6 cas dont un décès à Pita. À ce jour, aucun nouveau cas n'est enregistré dans ces deux préfectures, ce qui leur permet de sortir de la ligne rouge. Que depuis le 27 octobre passé, en plus des nombreux cas de contact que nous avons enregistrés ici, depuis le 27 octobre passé, nous sommes avec un contact zéro. Donc il n'y a plus de contact à suivre. Donc depuis le 25, on n'a aucun contact. Ça fait 2 semaines. Et nous estimons que, n'est-ce pas, à cette allure, dans une semaine, alors Pita sera, n'est-ce pas, dans la zone verte. Ces kits d'hygiène vont aider à maintenir l'élan et à renforcer la riposte à l'épidémie. Ils seront destinés aux marchés, les mosquées, les gares routières et les autres espaces publics. Ce geste de son Excellence, Madame le ministre de l'Industrie et des PME, nous va droit au cœur parce que ça renforce notre dispositif de lutte. Elle en a déjà fait, elle en a promis, elle vient de réaliser. Et ça, c'est un grand pas pour nous. En prélude aux festivités de l'an 56 de l'indépendance dans la région, un lot de chaises en plastique a été offert à la Ligue islamique de Pita, une manière d'appuyer cette instance dans les préparatifs des festivités. Ecobank s'investit dans la lutte contre le virus Ebola. Les travailleurs de cette banque sensibilisent et distribuent des kits pour permettre à la population de mieux se prévenir contre cette épidémie. Suivez le reportage de Tierno Ousmane Diallo. C'est la 2e édition de EcoBank Day, une journée que le personnel de la banque à travers le continent consacre à la communauté. En 2013, ils ont réalisé des projets dans le domaine éducatif. Cette année, leur ambition était d'intervenir dans la lutte contre le paludisme, mais en fin de compte, dans les 3 pays touchés par Ebola, on assiste à une campagne de sensibilisation contre le virus. Dans les rues de Conakry ou encore dans les ports de pêche, tout comme dans les marchés, le personnel d'EcoBank est présent pour véhiculer les messages de prévention et expliquer l'importance d'agir ensemble contre Ebola. Ebola, c'est une réalité. Ça tue beaucoup de personnes et la méthode de contamination aussi est rapide. Donc je suis très content d'abord de tous mes collègues qui sont autour de moi parce que la mobilisation est vraiment très importante. Et au-delà de ça, le message aussi a été compris par la population. On a distribué du déquet, on a distribué du sirop. EcoBank Day, c'est aussi une occasion d'investir pour le bien-être des personnes vulnérables. Dans cet orphelinat à Koya, EcoBank apporte du soutien et invite à plus de vigilance pour stopper la chaîne de propagation du virus Ebola. Aujourd'hui, c'est nous Guinéens qui pouvons nous lever pour lutter contre cette maladie. Je n'ai pas dit que la science internationale ne fera pas un grand pas pour nous, mais c'est nous-mêmes qui prendrons ce problème à prendre le corps. C'est symbolique EcoBank Day, mais EcoBank Day doit être tous les jours pour que, disons, le plus rapidement possible on boude cette maladie dehors. Ce pays est jeune, il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire et aujourd'hui on est comme handicapé avec cette maladie. Le même élan de solidarité et de lutte contre Ebola est observé dans les villes de l'intérieur du pays où EcoBank est installée. Il y a quelques semaines, la banque avait remis un chèque de 350 millions de francs guinéens au gouvernement dans la lutte contre Ebola. EcoBank Day vient donc renforcer l'engagement de la banque dans cette lutte. Les œuvres de EcoBank Guinée nous vont droit à cœur, étant donné que nous ne vivons que de nos moyens très limités et des dons spontanés. Si aujourd'hui EcoBank a décidé de venir nous aider à lutter contre la fièvre hémorragique Ebola, accompagné par les denrées alimentaires, nous ne ferons que les saluer, les féliciter et les remercier. Sur le continent africain, EcoBank est installée dans 35 pays. En Guinée, elle a ouvert 20 agences.
Et puis, le leader du mouvement des Patriotes pour le développement mène une vraie bataille contre le virus Ebola. Après la capitale, Paul Moussa Yawara sillonne les préfectures pour sensibiliser et offrir des kits sanitaires contre Ebola. Dans le même registre, l'Union des femmes de la Guinée forestière est également dans le combat contre l'épidémie Ebola. Nous y reviendrons. Et puis, en plus bref, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe les magistrats mutés par décret numéro 2014/219 PRGS-GG du 22 octobre 2014 que les passations de services auront lieu le 17 novembre 2014 et s'étaleront toute la semaine courante. En conséquence, les magistrats concernés par ces mutations devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre effectives les passations de services dans le temps indiqué. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux compte sur la diligence des concernés, Maître Cheikh Sako. Cet autre communiqué du ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme administrative et de la modernisation de l'administration, le ministère en charge de la fonction publique en collaboration avec la Banque mondiale organise un atelier de validation de la mise en œuvre du plan de réforme de l'administration et de la fonction publique le mercredi 12 novembre au Novotel à partir de 8 heures, signé ministre de la réforme administrative Sékou Kourma. La commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale a rendu visite lundi à l'Union des sociétés et entreprises de sécurité privée. La démarche vise à échanger avec les responsables sur le mode de fonctionnement de la société de gardiennage, mais aussi trouver un cadre de concertation entre les deux parties. Younoussa Tawel. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces sociétés privées spécialisées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pour l'Assemblée nationale, il faut aller au fond des choses afin de s'assurer du mode de fonctionnement de ces sociétés. C'est dans ce contexte qu'intervient cette prise de contact de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée avec l'Union des sociétés et entreprises de sécurité privée. Le fonctionnement et l'organisation des structures dont on a charge de légiférer, de contrôler. Nous nous sommes rendus compte que cette union des entreprises et sociétés qui s'occupent de la sécurité privée regorge plus de 15 000 personnes en son sein. Je crois que ça peut faire une armée. Et comme ces questions de sécurité, c'est l'affaire de tous, nous, en tant que commission défense et sécurité, nous sommes directement concernés. Les discussions se sont révélées cruciales. Une opportunité pour les patrons d'entreprises de surveillance d'évoquer leurs préoccupations, notamment leur participation aux travaux ad hoc. Nous connaissons beaucoup de problèmes, notamment l'impact de Ebola joue beaucoup sur nous. Mais sa venue aujourd'hui nous réconforte plus d'un titre. Elle nous a prouvé que nous avons une certaine capacité, que nous avons un rôle au sein de notre société, la Guinée. Elle nous l'a prouvé. Et à ce titre, elle nous a dit qu'elle va nous accompagner. Il existe plus de 12 000 vigiles à travers le pays selon les dernières statistiques de la sécurité. Ainsi, les sociétés de surveillance constituent un maillon essentiel dans l'emploi des jeunes en Guinée. Et puis sport, avant de refermer cette édition Cannes 2015, la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc. L'annonce a été faite par la CAF. Conséquence, l'équipe marocaine est disqualifiée de la compétition. 4 pays sont candidats pour accueillir la Cannes 2015. Il s'agit de l'Angola, Égypte, Nigeria et Gabon. Le nom du pays organisateur sera connu d'ici le 20 novembre prochain. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.